Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre immense, Découvrir un sens à sa vie, de Viktor Frankl. Et attention, ce n'est pas juste un récit de survie dans l'horreur des camps de concentration. Non, c'est bien plus que ça. C'est la naissance d'une philosophie, une incroyable leçon de vie, forgée dans les pires conditions que l'on puisse imaginer. Pour bien comprendre, tout part de cette citation de Nietzsche, que Frankl aimait beaucoup. Elle résume tout son message. Et elle pose la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Quel est le lien exact entre le fait d'avoir un but, un sens dans la vie, et la capacité à survivre à l'insurmontable? Alors, commençons par le début. Il faut s'imaginer. Avant la guerre, Viktor Frankl est un psychiatre respecté. Il a son cabinet à Vienne, bref, une vie bien établie. Et puis, en 1942, tout bascule. Il est déporté à Auschwitz. Et là, toutes ces théories sur la psyché humaine, ce n'est plus de la théorie. Ça devient une question de vie ou de mort, à chaque instant. À peine arrivés, les prisonniers sont confrontés à ce que Frankl appelle le jeu du doigt. Un officier SS, d'un geste quasi désinvolte, pointe à droite ou à gauche. Sur le coup, personne ne saisit vraiment ce que ça veut dire. Mais la réalité est glaçante. Pour 90% des gens de son convoi, un doigt pointé vers la gauche, c'était la chambre à gaz, quelques heures plus tard. La vie ou la mort, décidée par un simple mouvement de la main. Et juste après ça, c'est une déshumanisation méthodique totale. On leur prend tout. Leurs possessions, leurs papiers, leurs vêtements, même leurs cheveux. Et pire que tout, on leur prend leur nom, remplacé par un numéro tatoué sur la peau. L'individu n'existe plus. Il ne reste qu'un matricule. Et Frankl, lui, au milieu de tout ça, il s'accroche désespérément à une dernière chose, le manuscrit de son livre. L'œuvre de toute sa vie qu'il a réussi à cacher dans la doublure de son manteau. C'était son dernier lien avec son identité, avec le psychiatre qu'il était avant. Il va alors voir un prisonnier plus ancien pour essayer de sauver son précieux manuscrit. Et la réponse de l'autre, elle est brutale, sans appel, un seul mot, hurlé, presque avec pitié, « merde ». Et à cet instant précis, Frankl comprend. Il comprend la vérité crue de sa nouvelle réalité. Il n'y a plus de passé. Il doit tirer un trait sur toute sa vie d'avant. Alors la question c'est comment le cerveau peut-il encaisser un choc pareil? En tant que psychiatre, Frankl observe tout ça avec une lucidité incroyable. Et il arrive à une conclusion qui peut sembler étrange, mais qui est fondamentale. Face à une situation complètement anormale, eh bien une réaction anormale est la seule réaction normale qui soit. Il a d'ailleurs identifié 3 grandes phases psychologiques dans ce processus. D'abord, il y a le choc de l'arrivée, ce qu'on vient de voir. Ensuite, une fois installé dans la routine du camp, c'est l'apathie qui s'installe. Et enfin, il y a une 3e phase, très complexe, celle qui suit la libération. Cette 2e phase, l'apathie, est vraiment cruciale à comprendre. Frankl l'appelle la mort émotionnelle. Et ce n'était pas du tout un signe de faiblesse. Au contraire, c'était une sorte de carapace, une coquille protectrice indispensable. Pour survivre à l'horreur quotidienne, il fallait s'anesthésier, mettre ses émotions de dégoût, de pitié et de peur de côté. Un pur mécanisme de défense. Ce qui est absolument poignant, c'est le décalage total entre la vie intérieure et la réalité. Les prisonniers ne rêvaient pas de grands trucs, pas de liberté ou de vengeance. Non, ils rêvaient des choses les plus simples du monde. Un morceau de pain, un gâteau, un bon bain chaud. Alors s'imaginer se réveiller de ses rêves pour revenir à la réalité du camp, c'était une torture mentale de tous les jours. Et c'est là, vraiment au plus profond du trou, au milieu de cette déshumanisation et de cette apathie, que le récit bascule complètement. C'est là que Frankl va faire une découverte qui va, non seulement changer sa vie, mais qui va devenir la clé de toute sa pensée. C'est une phrase incroyable quand on y réfléchit. On pouvait tout leur prendre, leur corps, leur nourriture, on pouvait décider de leur vie ou de leur mort. Mais il y avait une chose, une seule, qui restait hors de portée des gardes, leur liberté intérieure. La liberté ultime de choisir comment réagir face à la souffrance. Celle-là, elle était intouchable. Et cette liberté intérieure, elle permettait de se construire un refuge mental. Frankl raconte comment il parlait à sa femme dans sa tête, comment la vision d'un coucher de soleil à travers les barreaux pouvait devenir un moment de joie intense, ou même comment l'humour noir, l'humour le plus macabre qui soit, devenait une arme pour que l'âme survive. C'est grâce à ces refuges que des hommes d'apparence fragile ont pu survivre là où des personnes plus costaudes ont craqué. Cette citation de Dostoïevski que Frankl se répétait, elle résume parfaitement cette idée. En gros, ça veut dire que la souffrance, on ne la choisit pas, elle nous tombe dessus. Mais la façon dont on la supporte, ça, c'est un choix. Et ce choix peut transformer l'épreuve en une sorte de victoire intérieure, un accomplissement. Et bien sûr, quand il a été libéré, toute cette expérience terrible n'est pas restée qu'un mauvais souvenir. C'est devenu la preuve par les faits, ce que Frankl a appelé la validation existentielle de sa théorie. Une théorie qu'il a ensuite développée pour créer une toute nouvelle approche, la logothérapie. Le nom vient du grec logos, qui ne veut pas dire logique ici, mais sens. La logothérapie, c'est donc une thérapie par le sens.
Et son idée de base est toute simple. Ce qui nous motive le plus profondément en tant qu'être humain, ce n'est pas la recherche du plaisir, ce n'est pas la recherche du pouvoir, c'est la quête d'un sens à notre vie. Et ça, à l'époque, c'est un peu un face-à-face avec la pensée de Freud. Pour Freud, notre moteur principal, c'est la volonté de plaisir. Pour Frankl, non, c'est la volonté de sens. La conclusion est donc logique. Si pour Freud, la frustration sexuelle peut créer des névroses, pour Frankl, c'est la frustration de cette quête de sens qui est à l'origine de beaucoup de nos angoisses modernes. Et quand cette quête de sens est bloquée, eh bien ça crée ce que Frankl appelle le vide existentiel. C'est ce sentiment profond que tout est vain, que rien n'a vraiment d'importance, et selon lui, c'est la grande maladie de notre temps, une maladie qui se cache souvent derrière l'ennui, les addictions ou la dépression. Bon, d'accord, mais concrètement, comment on le trouve, ce fameux sens? Comment on comble ce vide? Eh bien la logothérapie n'est pas juste une belle idée en l'air, elle propose des chemins très concrets. Frankl nous dit qu'il y a 3 grandes pistes. La première, par ce qu'on fait, par l'accomplissement. Créer quelque chose, faire un travail qui a du sens, bref, laisser une trace. La deuxième, par l'amour et l'expérience. Aimer quelqu'un, ou simplement s'émerveiller devant la beauté du monde, l'art, la nature. Et enfin, la troisième, la plus difficile, celle qui vient directement des camps, par l'attitude que l'on choisit d'adopter face à une souffrance qu'on ne peut absolument pas éviter. Ok, mais là on touche au point le plus délicat, n'est-ce pas? Comment est-ce que la souffrance, la vraie, l'injuste, peut avoir le moindre sens? Pour l'expliquer, Frankl raconte une histoire incroyable tirée de sa pratique de médecin. Un vieux médecin vient le voir, complètement effondré par la mort de sa femme qu'il aimait plus que tout. Frankl ne lui sort pas de belles paroles réconfortantes. Il lui pose juste une question. « Docteur, que se serait-il passé si c'était vous qui étiez mort le premier ?» Le médecin répond tout de suite « Oh mon Dieu, pour elle, ça aurait été terrible !» Et Frankl conclut alors doucement « Vous voyez, vous lui avez épargné cette souffrance. Et maintenant, c'est vous qui la portez à sa place. » Et là, d'un coup, le deuil de cet homme a pris en sens. Sa douleur est devenue un sacrifice. Cette histoire nous amène au grand retournement de situation que propose Frankl. Il faut complètement changer de perspective. Arrêter de se demander « qu'est-ce que la vie peut bien m'apporter ?» La vraie question, la seule qui compte, c'est « qu'est-ce que la vie attend de moi ?» Au fond, la vie ne cesse de nous poser des questions, à travers nos joies, nos épreuves, nos rencontres. Et toute notre existence n'est en fait qu'une longue réponse à ces questions. La pensée ultime que Frankl nous laisse n'est donc pas tant « quel est le sens de la vie ?», mais une question bien plus directe, bien plus personnelle pour chacun d'entre nous, à chaque instant. Quelle est la réponse que la vie attend de moi, ici et maintenant ?